Notre réunion, même si je pense un certain nombre d'autres commissaires vont, je l'espère en tout cas, nous rejoindre. Donc je vous rappelle que cet après-midi, dans le cadre de notre commission, nous auditionnons, en application de l'article 13 de la Constitution, Madame Marie-Ange Debon, qui est la candidate proposée à la fonction de présidente du conseil d'administration du groupe La Poste. Madame Debon, chers collègues, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Vous êtes, je l'ai dit, candidate proposée par le président de la République à la fonction de présidente du conseil d'administration du groupe La Poste. Et au terme des dispositions de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public, la présidente du conseil d'administration de La Poste est nommée par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci. La durée de son mandat est de 5 ans. En application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, cette nomination par décret du président de la République ne peut intervenir qu'après audition par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette audition est ouverte à la presse et au public et elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Je vous rappelle également, mes chers collègues, qu'elle donnera lieu à un vote à bulletin secret à l'issue de l'audition de Madame Debon et pour lesquels les délégations de vote ne sont pas autorisées. Seules les personnes présentes physiquement peuvent effectivement voter. L'Assemblée nationale vous entendra aujourd'hui à 17 h, puis nous procéderons simultanément au dépouillement à l'issue, sans doute autour de 19 h. Le dépouillement pour lequel, d'autorité, je désigne 2 scrutateurs qui sont donc nos collègues, Antoinette Gull et Daniel Gremillet, et je les en remercie par avance. Donc on ira dans mon bureau, comme d'habitude pour ceux qui ont déjà dépouillé ce genre de scrutin, aux alentours de 19 h. Il ne pourra être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs dans les 2 commissions représente au moins 3/5 des suffrages exprimés. Pour mémoire, le poste de président du conseil d'administration de La Poste était occupé depuis septembre 2013 par M. Philippe Val, que nous avons à de nombreuses reprises auditionné dans le cadre de nos travaux législatifs ici en commission des affaires économiques. Je veux devant vous lui rendre hommage, car il a su prendre à bras-le-corps des défis majeurs au cours de ces 12 années de mandat. Confronté à la chute vertigineuse de la distribution du courrier, le groupe La Poste, sous sa direction, a vigoureusement réagi et a su se diversifier et s'internationaliser, notamment en développant son activité dans les domaines du colis et de la banque assurance. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Je voudrais rappeler brièvement, Madame Debon, votre parcours. Vous êtes diplômée d'HEC et ancienne élève de l'ENA. Vous avez commencé votre carrière en tant que magistrate financière à la Cour des comptes en 1990. De 1994 à 1998, vous occupez plusieurs postes de direction à France 3. Après un retour à la Cour des comptes entre 1998 et 2003, vous rejoignez le groupe Thomson en tant que secrétaire général de 2003 à 2008. De 2008 à 2013, vous êtes secrétaire général de Suez Environnement, poste que vous cumulez à partir de 2009 avec celui de directrice des projets eau et propreté de l'entreprise. De 2013 à 2018, vous êtes directrice générale adjointe en charge de l'international de Suez Environnement, avant de devenir, entre 2018 et 2019, directrice générale adjointe en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe centrale de Suez. Depuis 2020, vous êtes la présidente du directoire de Keolis, filiale de la SNCF, qui exploite notamment des réseaux de bus, de métro et de tramway partout dans le monde. Avant de passer la parole à notre collègue Patrick Chaize,
qui est rapporteur sur cette nomination et qui est un des experts de notre commission sur bon nombre de sujets, sur tous les sujets qui touchent au groupe La Poste. Je souhaiterais rappeler que La Poste est passée du statut d'établissement public à celui de société anonyme à capitaux 100% publics en 2010. En 2020, la Caisse des dépôts et consignations en est devenue l'actionnaire majoritaire et de contrôle, puisqu'elle détient désormais 66% des participations du groupe La Poste, l'État conservant les 34% restants. Deuxième employeur public de France après l'État, avec plus de 225 000 collaborateurs en 2023, dont 60 500 facteurs, La Poste est présente partout, ou presque, au plus près des citoyens et dans leur quotidien, représentant indirectement la présence de l'État et des services publics, en particulier dans les territoires ruraux. Entreprise à mission depuis 2021, le groupe s'est doté d'une belle raison d'être que je veux ici citer car elle rappelle combien la Poste joue un rôle essentiel dans la vie des Français. Au service de tous, utile à chacun, la Poste, entreprise de proximité humaine et territoriale, développe les échanges et tisse des liens essentiels en contribuant au bien commun de la société tout entière. À cet égard, je souhaiterais avoir votre regard sur la façon dont la Poste s'appuie sur sa présence dans les territoires pour jouer un rôle actif en faveur de la cohésion sociale, tout en dégageant de nouvelles sources de revenus, particulièrement en zone rurale, et en tenant compte du vieillissement des populations. Je veux parler livraison de colis et de médicaments, portage de repas et autres services à la personne, dans un contexte où, en 2030, les personnes âgées de plus de 65 ans seront 23 millions, dont 12 millions âgées de plus de 75 ans. Cette activité est-elle rentable ? Son développement est-il compatible avec la réduction effective de l'emprise postale sur le territoire ? Autre question, je vous l'accorde, nettement plus polémique, mais si je ne la posais pas moi-même, d'autres collègues l'auraient posée et peut-être y reviendront-ils là-dessus. Je souhaiterais vous entendre sur un sujet qui a défrayé la presse la semaine dernière, puisque la Poste a annoncé un accord cadre pour renforcer son partenariat de distribution avec la plateforme de vente en ligne chinoise Temu, qui pourra compter sur 7000 guichets Colissimo répartis dans toute la France contre une centaine jusqu'ici, à quoi s'ajoutent 4000 points de collecte. Comprenez-vous les critiques qui sont adressées à la Poste par l'Alliance du commerce et la Fédération Procos, qui n'hésitent pas à qualifier la Poste de cheval de Troie de Temu, avec les entreprises françaises qui vont subir de plein fouet la concurrence de plus en plus forte avec d'entreprises chinoises qui, elles, cassent les prix. Il semblerait que les grandes plateformes chinoises d'e-commerce, que sont Temu, Shein et Alibaba, représentent déjà plus de 20% des volumes transportés par Colissimo. Toujours et enfin sur ce sujet sensible, que pensez-vous de la taxe de 2 € sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine, prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 ? Voilà, Madame Debon, les questions que je souhaitais vous poser d'ores et déjà. Puis, bien évidemment, je vais sans plus tarder laisser la parole. Non, je vais vous laisser vous exposer et après, je donnerai la parole. Non, c'est monsieur le rapporteur d'abord. Oui, j'ai un peu perdu l'habitude. Donc, je laisse d'abord la parole à notre rapporteur, donc Patrick Chaize, qui va lui-même, bien sûr, vous poser un certain nombre de questions. Je crois aussi qu'il a des questions à poser de la part de notre collègue Anne-Catherine Loisier, qui est donc aussi rapporteur pour avis au sein de notre commission des affaires économiques sur plus particulièrement la question de la Poste et qui ne pouvait pas être présente à cette audition. Et puis ensuite, Madame Debon, on vous laissera bien évidemment vous exprimer, présenter aussi votre projet, répondre aux questions et on ouvrira les questions
à l'ensemble des commissaires. Voilà, donc Patrick, je te laisse la parole bien volontiers. Merci Madame la Présidente, Madame Debon, chers collègues. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous prononcer sur la candidature de Madame Marie-Ange Debon, dont la nomination est proposée en qualité de présidente du conseil d'administration du groupe La Poste. L'enjeu pour nous est d'approuver ou non cette nomination pour une durée de 5 ans. Avant de vous écouter, nous exposer votre feuille de route pour La Poste, nous aurons besoin d'en savoir davantage sur vous et sur la gouvernance que vous comptez mettre en place en tant que dirigeante de ce groupe. Pourriez-vous nous présenter les atouts qui sont les vôtres pour prendre la direction de cette grande entreprise publique à un moment charnière de son histoire ? Comment vous positionnez-vous sur la question de la rémunération des principaux dirigeants du groupe ? Comme vous le savez, il s'agit d'un sujet très sensible dans un contexte où les rémunérations dans la sphère publique sont censées être plafonnées à 450 000 € par an. Ces deux questions étant posées, j'en viens au grand défi que vous devrez affronter si vous êtes confirmé à la tête de La Poste. Sous l'impulsion de Philippe Val, La Poste a profondément transformé son modèle ces dernières années, ce qui doit nous conduire collectivement à réfléchir au bilan de ces évolutions et à notre vision de ce groupe chargé de plusieurs missions de service public essentielles pour notre cohésion sociale. Historiquement, la distribution du courrier puis la livraison de colis représentait la majeure partie du chiffre d'affaires du groupe La Poste. Mais la baisse du volume du courrier est désormais une tendance de long terme, accélérée par la crise sanitaire, par la numérisation des échanges et par l'ouverture à la concurrence du marché de la distribution du courrier en 2011. Afin de faire face à ce titre existentiel, La Poste a mis en œuvre une ambitieuse stratégie de diversification et de croissance externe, en développant des activités de téléphonie mobile, de banque assurance, avec le rapprochement entre la Banque Postale et CNP Assurance en 2020, de livraison internationale de colis ou encore de services de proximité et à domicile, comme la livraison de repas auprès des personnes âgées évoquée par Madame la Présidente. Désormais, groupe international, 44% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger et multi-activités, La Poste a enregistré en 2024 des résultats en progression. Son chiffre d'affaires s'est établi à 34,6 milliards d'euros et son résultat net a progressé à 1,4 milliard d'euros. Ces chiffres cachent néanmoins des fragilités importantes. La filiale de livraison de colis Géopost a ainsi enregistré un résultat d'exploitation négatif de 98 millions d'euros, pénalisé par l'essor de la livraison hors domicile, en point relais ou en consigne. La Banque Postale a certes enregistré 1,2 milliard d'euros de résultats nets grâce aux activités d'assurance, mais les activités de banque de détail sont restées en perte de près de 400 millions d'euros, pénalisées par la dégradation des marges nettes d'intérêt. Aussi, vous faudra-t-il continuer à faire évoluer La Poste pour prendre en compte les changements économiques et sociaux profonds qui touchent son modèle d'activité et faire en sorte que celui-ci soit robuste pour la durée. Quel regard portez-vous sur la transformation profonde opérée au sein du groupe La Poste ces dernières années ? Quelles seraient vos pistes pour améliorer la rentabilité financière du groupe ? En particulier, comment réduire les coûts pour améliorer la soutenabilité financière dans un contexte où l'endettement de La Poste a fortement augmenté pour dépasser les 10 milliards d'euros ? Avez-vous identifié des activités qu'il conviendrait, selon vous, de céder à d'autres opérateurs économiques ou d'abandonner ou, à contrario, de développer ? Au-delà du modèle économique global, qui conditionne évidemment la bonne santé financière, nous sommes bien sûr tout particulièrement sensibles ici au Sénat aux missions de service public confiées par l'État au groupe La Poste, qui sont dans notre pays à la fois plus nombreuses et plus exigeantes que dans les autres pays européens. Les missions de service public confiées à La Poste par la loi du 2 juillet 1990 sont régies par un contrat d'entreprise État-La Poste. En compensation des obligations spécifiques qui lui reviennent, La Poste perçoit une rémunération de l'État. Tout d'abord, le service universel postal. La loi du 9 février 2010 avait désigné La Poste en tant que prestataire du service universel postal pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2011, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Un décret du 26 juillet 2025 a renouvelé cette mission pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2026.
Le service universel postal consiste notamment en une levée et une distribution 6 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire national pour les envois de correspondance jusqu'à 2 kg et de colis postaux jusqu'à 20 kg. Le montant de la compensation au titre du service universel postal est comprise entre 500 et 520 millions d'euros par an. La Poste française est ainsi celle qui reçoit le montant le plus élevé, tandis que la majorité des opérateurs postaux européens ne reçoivent aucune compensation pour le service universel. Toutefois, le coût supporté directement par le groupe, malgré cette compensation, s'élève à environ 479 millions d'euros en 2023. Ce déficit devrait persister à l'avenir en raison de l'importance des coûts fixes. Comment faire face aux résultats durablement dégradés de l'activité courrier ? Considérez-vous que la fréquence de distribution du courrier devait être revue, la France étant l'un des derniers pays à conserver une fréquence de distribution 6 jours sur 7. L'aménagement du territoire en second lieu. La loi confie à la Poste une mission d'aménagement du territoire au moyen de son réseau de points de contact. L'objectif de cette mission de service public est de fournir un service postal à toute la population sur l'ensemble du territoire. La loi fixe des règles précises d'exercice de cette mission. Sur le dimensionnement, le réseau de la Poste comporte au moins 17 000 points de contact au plan national. Sur l'accessibilité, pas plus de 10% de la population d'un département ne peut se trouver éloignée de plus de 5 km ou de plus de 20 minutes de trajet automobile des plus proches points de contact de la Poste. Sur l'adaptabilité, la Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ces dernières années, la mission d'aménagement du territoire de la Poste a vu son coût croître, 100 millions d'euros supplémentaires entre 2018 et 2023, alors même que la fréquentation du réseau n'a cessé de diminuer. En dépit de l'objectif de création de nouvelles activités, par exemple permettre au bureau de poste de devenir centre d'examen pour passer l'épreuve théorique du code de la route, celle-ci ne représente que 6% de l'activité du réseau et ne compense pas les fortes pertes de volume sur le courrier et le colis grand public. Comment donc mieux articuler le réseau de la Poste avec les autres politiques déployées en faveur de l'accès aux services publics ? Quelles seraient vos pistes privilégiées pour favoriser des synergies plus fortes avec le programme France Service ? Pour les 3e et 4e services publics, le transport de la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire, la mission de transport et de distribution publique de la presse, par laquelle la Poste s'engage à desservir les zones rurales, vise à garantir le respect du principe de pluralisme de la presse et à permettre à chaque citoyen un égal accès à l'information. Malgré un protocole d'accord entre l'État, la Poste et les éditeurs de presse signé en 2022, pour mettre en place une seule grille tarifaire et la création d'une aide à l'exemplaire, la bascule vers le portage n'a pas donné les résultats escomptés. Les éditeurs de presse n'ayant pas réalisé les investissements requis au portage en zone dense, et la situation financière de cette mission ne cesse de se dégrader. Même chose pour la mission d'accessibilité bancaire, qui permet à toute personne qui en fait la demande d'ouvrir un livret A et d'effectuer gratuitement ses opérations de dépôt et de retrait à partir de 1,50 € afin de favoriser la bancarisation et l'épargne de l'ensemble de la population. Là encore, la compensation que verse l'État au groupe est élevée, 303 millions d'euros en 2023, sans pour autant couvrir les charges supportées par la Poste. Au total, le montant de la compensation versée par l'État au titre des 4 missions de service public dépasse désormais le milliard d'euros. Le montant du déficit non compensé est laissé à la charge de la Poste, représentant pour sa part, d'après les chiffres donnés par Philippe Val, quelque 1,2 milliard d'euros. Ces montants apparaissent clairement insoutenables financièrement, tant pour l'État que pour la Poste. Pensez-vous qu'une nouvelle loi postale sera nécessaire dans les mois, ou plus vraisemblablement les années à venir, pour redessiner le périmètre des missions de service public de la Poste ? Concernant DocaPost maintenant. Ces 10 dernières années, la Poste a développé sa filiale DocaPost en la dotant d'un portefeuille d'actifs technologiques destiné à en faire l'un des acteurs majeurs de la confiance numérique en France et en Europe, par exemple sur la cybersécurité et la santé. DocaPost a ainsi commercialisé la première solution souveraine et industrielle d'intelligence artificielle générative pour enrichir ces solutions destinées au secteur public, aux PME, aux acteurs de la santé et de la banque assurance. Elle a développé le logiciel de vie scolaire Pronote,
utilisée par 18 millions d'utilisateurs. En s'appuyant sur une alliance avec la Banque des Territoires, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, elle a également lancé l'offre de cloud souverain Numspot. Alors que la souveraineté numérique est une préoccupation de plus en plus prégnante, comment comptez-vous continuer à développer les activités de DocaPost en matière de protection des données sensibles? Les héberger en France constituera-t-il une priorité pour vous? Je veux rajouter 2 questions dont Anne-Catherine Loisier, donc rapporteur pour avis sur le budget de la Poste. Quelles seront vos priorités en matière de dialogue social avec les organisations syndicales de la Poste? Deuxième question, alors que la Poste est à ce jour la seule entreprise à avoir été condamnée pour manquement à la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, pourrez-vous garantir que le plan de vigilance de la Poste présentera systématiquement à l'avenir une cartographie très précise des risques humains et environnementaux de ces activités, y compris au sein de ses filiales, fournisseurs et sous-traitants? Nous avons besoin, pour nous prononcer sur votre nomination, de bien comprendre comment vous vous positionnez sur les différents enjeux que je viens d'évoquer et d'identifier les priorités qui seront les vôtres pendant les 5 années de mandat qui vous seraient confiées à la tête de la Poste. Je vous remercie d'avance pour les réponses que vous apporterez à ces différentes questions. Merci, monsieur le rapporteur. Donc voilà, Madame Debon, un flot de questions extrêmement importantes. On vous écoute, vous répondez. Et de toute façon, il y a déjà beaucoup de commissaires qui se sont inscrits, donc très certainement, des sujets reviendront aussi dans leurs questions. Je vous laisse la parole. Je ne vous ai pas mis, vous m'entendiez quand même, j'espère. C'est plus qu'une simple entreprise de par sa taille, de par son histoire, de par sa culture et de par sa présence dans nos territoires. C'est une entreprise et c'est une institution. Je mesure donc l'honneur qui m'est fait et l'héritage qui m'est transmis et les défis aussi qui m'attendent si votre vote m'est favorable. Alors je vous propose d'articuler mon propos qui va répondre à certaines des questions qui ont été posées, puis je prendrai les suivantes. Quelques mots pour me présenter, même si vous l'avez déjà fait. Mon sentiment ou mon diagnostic sur la Poste aujourd'hui, et puis mon projet pour la Poste, projet qu'il faudra évidemment que j'affine de l'intérieur avec les équipes et l'écoute de l'ensemble des parties prenantes. Alors peut-être quelques mots pour me présenter. Je suis mariée et j'ai 3 grandes filles. Je suis née en région parisienne, mais comme beaucoup de Parisiens de ma génération, ce n'était pas le cas de mes grands-parents ou de mes parents. Donc j'ai une grand-mère du Cantal, une grand-mère du Finistère et un grand-père de la Creuse. Et oui, des racines assez profondes dans nos territoires. L'exode rural est sans doute passé par là à cette époque. J'ai commencé mon parcours professionnel en effet comme magistrat à la Cour des comptes pendant 4 ans et puis j'ai ensuite travaillé dans 4 entreprises et secteurs différents. Et mon parcours en effet est très marqué par les métiers de service public, les métiers à forte proximité territoriale, à fort ancrage, des métiers de service avec une dimension humaine forte. Et comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, j'ai donc servi le service public de l'audiovisuel avec France 3 à l'époque, la chaîne des régions, le service public de l'environnement avec Suez, gestion de l'eau et des déchets, et le service public du transport collectif avec Keolis, que je dirige depuis 5 ans. Keolis, c'est une entreprise de 70 000 collaborateurs, la moitié de son activité en France, l'autre moitié à l'international. Elle n'est peut-être pas aussi connue que sa sœur, la RATP, car Keolis est souvent en marque blanche. En fait, elle endosse les marques locales, vos marques locales, comme TBM à Bordeaux, Star à Rennes, des marques peut-être moins connues comme Ruby à Bourg-en-Bresse ou Artis à Arras.
mais en taille, elle dépasse la RATP d'une courte tête. J'ai aussi en effet un parcours à l'international pour avoir dirigé les activités internationales de Suez pendant 5 ans, parce que l'entreprise Thomson Technicolor, où j'ai passé 10 ans, avait simplement 5% de son activité en France, et parce que Keolis, comme je le disais, a 50% de son activité à l'international. J'ai aussi eu l'honneur d'être pendant 7 ans membre de l'autorité des marchés financiers, où donc j'ai eu à aborder beaucoup de sujets qui ont trait aux banques, aux assurances et aux investisseurs. Au-delà de ce parcours professionnel, je voulais vous dire quelques mots de ma personnalité et de ma vision en tant que chef d'entreprise. Donc pour moi, l'objectif avant tout, c'est d'embarquer des équipes de direction et des équipes de terrain sur une vision stratégique et sur une performance opérationnelle. Je suis une convaincue de la transparence, du dialogue et du collectif. J'ai besoin d'écouter avant de me forger une opinion et de prendre une décision, c'est-à-dire écouter mon équipe directe, écouter les postiers et les postières que j'aurai, si vous en êtes d'accord, l'honneur d'emmener dans cette nouvelle aventure. Donc les remontées de terrain, elles soient internes ou externes, et les parties prenantes. C'est dans cet esprit que j'ai piloté Suez et Keolis, et c'est dans cet esprit que j'entends piloter La Poste, encore une fois, si votre vote m'est favorable. Sur ce sujet, je pense d'ailleurs m'inscrire dans la même culture que mon prédécesseur, dont je voudrais, comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, saluer très chaleureusement le bilan. Et je suis honorée et fière de me présenter devant vous pour prendre sa succession, comme d'ailleurs la succession de Jean-Paul Bailly, qui ont tous les deux été des dirigeants emblématiques de La Poste. Je crois en la force du collectif, et en particulier dans les maisons de cette taille. Il faut piloter la décision au plus près du terrain, au plus près de ceux qui connaissent intimement un territoire ou un sujet. La responsabilité locale et la décentralisation sont des puissants leviers de motivation des équipes dans une période où on voit une forte démotivation des jeunes et aussi des moins jeunes vis-à-vis des entreprises. Après ces quelques mots sur mon parcours personnel, je voudrais partager avec vous mon diagnostic, encore très préliminaire, de la situation de La Poste. Alors, vous l'avez dit, votre commission connaît très bien cette maison. Vous avez à plusieurs reprises auditionné Philippe Val et plusieurs des membres de son comité de direction. C'est aussi d'ailleurs pour moi l'occasion de saluer le soutien du Sénat, qui a beaucoup accompagné, beaucoup soutenu La Poste, aussi challengé, mais soutenu La Poste dans sa transformation. Alors vous connaissez certains des points que le rapporteur a déjà mentionnés et que je voudrais reprendre sur mon analyse de la situation. La Poste s'est transformée avec succès au cours des 10 dernières années. Elle a connu ses 3 virages du courrier vers le colis, de la banque à la banque assurance, et puis d'une concentration française à une concentration géographique beaucoup plus diversifiée internationalement. Elle est aujourd'hui une entreprise multi-activités, multiservice, qui a comme colonne vertébrale son réseau, sa présence sur le terrain, les postiers et les postières, qui portent 3 types de services: la logistique, les services financiers et les services de proximité et de souveraineté. Ces virages ont été d'une ampleur très particulière, puisque le chiffre d'affaires du courrier, qui faisait 50% du chiffre d'affaires de La Poste il y a 10 ans, fait aujourd'hui 15% de son chiffre d'affaires. Malgré ce séisme, vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, La Poste fait aujourd'hui 35 milliards de chiffre d'affaires, avec un résultat net de 1,4 milliard en 2024 et une dette qui se situe à 10 milliards. Donc cette entreprise, elle a été capable de passer ces virages tout en plus s'affirmant comme une entreprise citoyenne. Et c'est un point très important pour moi. C'est la plus grande entreprise à mission de France, avec la meilleure notation en matière de développement durable. J'ai moi-même introduit les entreprises à mission chez Keolis pour la première fois à Bordeaux. Les engagements de La Poste sont tenus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Son objectif est de faire moins 45% à l'horizon 2030.
ces objectifs sont tenus en matière de finances durables, avec plus de 34% de ces financements qui sont des financements citoyens. Et ces engagements sont tenus en matière aussi de formation, pour illustrer un sujet de dimension humaine, avec un effort de formation assez inégalé en France. Aujourd'hui, la Poste peut se féliciter d'être le premier financeur des collectivités locales et des hôpitaux publics. Elle est aussi la première banque des plus fragiles et la seule banque des exclus. Et je pense que c'est un honneur et une fierté pour ces équipes d'avoir apporté ces missions. C'est grâce aux postiers et aux postières qu'elle a réussi cette transformation, parce qu'ils sont engagés et attachés à leur métier. Maintenant, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, elle a aussi des défis importants. Pour moi, ils sont au nombre de 3. D'abord, la sous-compensation des missions de service public. En effet, en Europe, la Poste est l'entreprise postale qui a le plus de missions de service public, mais son déficit se situe depuis 3 ans, 23, 24, 25, à plus de 1 milliard, 1,2 milliard aujourd'hui, ce qui représente à la fin une part notable de sa dette, si on la mesure à l'aune de sa dette, et cela peut la menacer dans sa solidité financière et dans son développement. Et cette tendance, elle peut s'aggraver, puisque à l'horizon 2030, la chute du courrier devrait se poursuivre. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 milliards d'objets. On l'anticipe, la Poste l'anticipe à près de 3 milliards en 2030. Or, la Poste n'a pas une structure financière assez solide pour absorber une telle baisse, la plupart de ses activités étant juste à l'équilibre ou fragiles ou fragilisées. Le deuxième défi, c'est la concurrence exacerbée sur la logistique et les services financiers. Sur la logistique et le colib, j'y reviendrai, l'entreprise fait face à une concurrence accrue d'acteurs, notamment des acteurs low cost, et puis de nouveaux acteurs comme les acteurs du hors domicile. Et c'est vrai en France, comme c'est vrai dans les pays où Géopost est développé, par exemple en Europe. Dans le domaine des services financiers, là aussi, la banque fait face à une concurrence très forte de ses concurrents bancaires traditionnels, mais aussi des mutualistes, et nouvelle concurrence, celle des banques du digital ou de nouveaux acteurs comme ceux qui portent la carte Revolut. Le troisième défi que la Poste doit relever, c'est la montée en puissance de sa diversification qui est plus complexe et plus difficile que prévu. C'est vrai que la Poste a cherché à capitaliser sur 2 grandes tendances de notre société, le vieillissement, la tendance démographique à l'allongement de la durée de vie et le vieillissement, et la tendance vers l'évolution numérique. De fait, elle a lancé avec succès de nombreuses activités. Cette année, on devrait atteindre 15 millions de repas portés à domicile. Elle a développé le portage de médicaments, la possibilité de passer le code de la route, beaucoup de métiers autour de la logistique de proximité. Et dans le numérique, elle a réussi certains de ses challenges, de ses défis avec DocaPost, l'archive électronique, le vote électronique, le cloud numérique, les données médicales. Donc, l'ensemble de ces activités ont permis cette diversification, mais c'est plus lent que prévu et beaucoup restent fragiles économiquement. Donc, j'en viens à mon projet, ma feuille de route. Je pense que la Poste a des atouts majeurs. En premier lieu, ses équipes. Et c'est des atouts sur lesquels je vais construire ma feuille de route et cette nouvelle étape de la transformation. Ma feuille de route, je voudrais la construire autour de la confiance. La Poste, pour moi, c'est le symbole de la confiance. C'est la confiance à la fois par les usagers, par les entreprises et par vous. Les entreprises et les usagers font confiance à la Poste, on lui confie ses courriers, ses colis, ses économies, ses données personnelles. Et la Poste s'est déjà positionnée en tiers de confiance en faisant le choix de ces 2 orientations stratégiques, du numérique et de la santé. Je veux construire donc un pacte de confiance avec les pouvoirs publics et les territoires, avec les postiers et les postières et les organisations syndicales, et avec les clients. Pour moi, la confiance, ce n'est pas la naïveté. Elle se nourrit, elle se cultive d'actions concrètes,
et d'engagement et d'exigence pour la Poste aussi. Alors le pacte de confiance avec les pouvoirs publics et avec les territoires, il faut réaborder le sujet des missions de service public. Je ne reviendrai pas et je répondrai à vos questions si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la sous-compensation, je l'ai dit, pèse fortement sur les comptes de l'entreprise. Cela pèse sur ses capacités à investir sur de nouveaux métiers qui prendront le relais des métiers déclinants. C'est donc une question de survie à court ou moyen terme. Et ce n'est pas un sujet facile. Donc il faudra travailler dans le temps, à la fois pour voir comment on peut améliorer les compensations. Et votre Chambre a un rôle précieux à jouer en ce moment, au moment de la préparation du budget. Et sur le projet de loi de finances où il semble que les compensations peuvent être encore en baisse. Et puis évidemment, sur le périmètre de ces missions, pour voir en bonne intelligence collective comment on peut procéder à des évolutions de ces missions. Il est vrai que la moitié du déficit des missions de service public aujourd'hui vient de la distribution de la presse. Et comme vous l'avez dit, l'accord de 2022 n'a pas produit les effets escomptés. Donc mon objectif est que nous puissions nous mettre tous autour de la table pour en discuter et trouver une solution viable, tout en restant attachés évidemment au pluralisme de l'opinion, qui est clé dans notre démocratie, et consciente aussi de l'importance de la distribution de la presse, notamment dans les zones rurales. Et s'agissant du contrat de présence territoriale, la Poste a déjà fait preuve d'une capacité d'innovation en recherchant une meilleure efficacité sociale et économique, mais il faudra aller plus loin. Il faut sans doute retravailler l'optimum entre nous en ce qui concerne les maisons France Service. Les 420 maisons France Service de la Poste doivent continuer de s'améliorer, travailler plus étroitement avec d'autres lieux de vie communaux et en faire des lieux de vie plus actifs pour permettre de mutualiser les flux dans les zones les plus excentrées. Le pacte de confiance avec les pouvoirs publics et avec les territoires, il passe aussi par des actions volontaristes de la maison, une revue de son portefeuille d'activités, en particulier à l'international, pour s'assurer que nous sommes présents dans les bons pays. Ça peut vouloir dire sortir de certains pays ou grandir dans certains pays. Aujourd'hui, en effet, l'international fait 45% de l'activité de la Poste. Il faut savoir qu'elle fait plus de 45% de sa rentabilité. Donc, le développement à l'international a eu un effet positif pour l'ensemble de la maison en 2024, mais aussi avec des difficultés dans certains pays qui font face, où la Poste peut faire face à l'entrée aussi de nouveaux concurrents et d'opérateurs low cost. Les difficultés de Géopost, en particulier en 2024, ont donné lieu à des cessions d'actifs ou à des plans de redressement sur lesquels il faudra continuer de travailler. Et si, dans les 3 ans, le redressement n'est pas à l'horizon, il faut en tirer les conséquences par des cessions. Dernier point de ce pacte de confiance, l'optimisation des coûts et le fonctionnement de la Poste. Je vois 3 premiers constats. La Poste doit travailler à l'optimisation de ses coûts, qui ne se résument pas, loin s'en faut, à ses coûts de personnel, mais sur ses achats, ses prestations externalisées, le coût de structure et les dépenses de systèmes d'information. Nous devons réaliser au meilleur coût nos missions, qu'elles soient de service public ou pas. Deuxième axe de travail, une meilleure coopération en interne. Les prestations croisées au sein de la Maison Poste sont très significatives entre les différentes branches. C'est toujours source de discussion et de doublons. Aujourd'hui, la Maison ne peut pas se les permettre et doit être très vigilante sur ce travail collectif. Enfin, la Poste a aujourd'hui 2 actionnaires, dont un actionnaire majoritaire qui est la Caisse des dépôts à 66%. L'opération d'apport de la CNP a été un acte fondateur de la nouvelle Poste. Aujourd'hui, il y a un grand pôle financier public qui est en place. Il doit fonctionner de manière la plus cohérente possible pour faciliter les financements
qui sont le ressort de la croissance et du développement dans notre pays. Le numérique est aussi un axe majeur de la Caisse des dépôts, voulu par le nouveau directeur général Olivier Sichel, et ça doit être un domaine de travail en commun. Pacte de confiance interne avec les postiers, les postières et les organisations syndicales. Je vous ai dit mon attachement au dialogue, à la transparence et au collectif. Ce sera ma boussole pour ce pacte de confiance. Le dialogue social, j'hérite, je crois, d'une maison où le climat social a été apaisé ces dernières années, où le dialogue social a été riche et où ses dirigeants, dont le premier d'entre eux, ont été attentifs à la qualité de vie au travail et à la gestion des emplois et des parcours professionnels. Je m'inscrirai dans cette lignée avec une attention particulière portée à l'accidentologie, à la protection des équipes et à l'absentéisme. Je serai attentive à nos équipes comme à nos clients, parce que équipe engagée et client satisfait, cela va de pair. Ma tâche sera aussi de bien faire fonctionner le collectif dans un groupe où, je l'ai dit, les prestations croisées sont aujourd'hui très nombreuses, 7 milliards pour un chiffre d'affaires de 35 milliards, et où l'avenir passe en France par une meilleure mutualisation des ressources. L'alignement du collectif managérial sera une de mes priorités. Enfin, pacte de confiance avec nos clients. La raison d'être d'une entreprise, c'est ses clients. Les clients présents ou futurs, les particuliers, les entreprises, le secteur public, le monde associatif. Ils doivent être au cœur de nos préoccupations et de nos processus pour mettre à disposition une offre de service plus large et pour avoir un parcours client facilité. C'est une priorité du réseau et de la banque assurance. Je crois que vous avez tous vécu des irritants avec la maison dans ces différents métiers. Donc je poursuivrai le travail pour mesurer la satisfaction client et l'améliorer. Cela passe par un renforcement des outils numériques et par une approche plus fine, plus segmentée de nos clients, parce que les attentes ne sont pas les mêmes entre les centres-villes, les périphéries et le rural. Et le vieillissement de notre base de clientèle est aussi un défi. Je crois que le groupe a su constituer un socle fort de services de proximité et de souveraineté numérique sur lequel je voudrais capitaliser pour que la Poste devienne vraiment le tiers de confiance numérique de ses clients et l'opérateur numérique du secteur public. Le groupe a commencé sa mutation vers le numérique avant l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Il faut donc accélérer les investissements financiers et humains pour prendre en compte ces évolutions et pour que la Poste soit un acteur clé de la souveraineté numérique et de la confiance numérique. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur et Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, je vous remercie de votre attention. Je vous redis que si votre vote m'est favorable, vous pouvez compter sur moi pour conduire la Poste dans cette nouvelle phase de transformation sur un socle multiservice et avec un ancrage de proximité fort. Et je vous propose, si vous voulez, de reprendre certaines des questions ou de rouvrir le débat, mais j'ai listé encore quelques questions auxquelles je n'ai pas directement répondu dans mon propos introductif. Donc si ça vous convient, je les prends. Sans vouloir trop monopoliser quand même la parole, mais l'accord cadre avec TEMU que vous avez soulevé et qui a suscité beaucoup d'émotions la semaine dernière et qui continue aussi à induire un certain nombre de critiques. Alors je voudrais peut-être repréciser quelques éléments du débat. Aujourd'hui, à peu près, on estime qu'en Europe, un tiers des produits viennent de Chine. Les produits industriels viennent de Chine. Aujourd'hui, ils sont commercialisés par beaucoup de plateformes qui sont des plateformes américaines ou européennes. Beaucoup de nos propres plateformes commercialisent, beaucoup de nos distributeurs ou de nos commerçants commercialisent ces produits. Les plateformes chinoises étant encore aujourd'hui extrêmement faibles. Mais les grandes plateformes comme Amazon, plateforme américaine, mais les plateformes françaises, Mano Mano, Leroy Merlin,
Fnac Darty, l'ensemble de ces plateformes VP pour lesquelles nous travaillons, évidemment, commercialisent ces produits. Aujourd'hui, La Poste a 60 000 clients et elle a accompagné le développement de la vente en ligne ces dernières années, qui s'est énormément développée puisqu'elle a cru de 7 à 8% par an. Ça a été évidemment un élément assez structurant de l'évolution commerciale ces dernières années. Ça a parfois été un élément majeur pour les commerçants comme un complément par la vente en ligne de leur vente physique. La Poste, évidemment, elle ne distribue les produits que quand ils sont entrés sur le territoire français. Donc le point principal qu'il faut conserver en tête, c'est que les produits entrent et nous les distribuons. La Poste a aujourd'hui 2 préoccupations. Première préoccupation, et je redis, les colis jouent aujourd'hui un rôle important dans le métier de facteur, puisque 80% des colissimo sont distribués par la sacoche du facteur. Monsieur le rapporteur l'évoquait, le colis a remplacé très largement le courrier. Et donc, les colis constituent une part importante de la tournée des facteurs. Deuxième point important à avoir en tête, et qui est une source d'inquiétude pour La Poste, c'est que la plupart des grandes plateformes présentes aujourd'hui, certaines, les plus grandes, ont commencé à internaliser la distribution avec leurs propres moyens logistiques. La Poste ne bénéficie pas d'un monopole, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, Amazon a ses propres moyens de distribution. Elle utilise encore, bien sûr, La Poste, et c'est encore un client important dans la distribution de proximité du dernier kilomètre. Mais beaucoup de ces plateformes ont commencé à avoir leur propre outil de distribution, et donc c'est une inquiétude forte pour la maison La Poste. De manière contre-intuitive, les colissimo a plutôt une baisse de ces colis postaux chinois ces derniers mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils passent par des outils de distribution qui ont été internalisés. Alibaba a créé sa propre structure, Alibaba Express de distribution. Et on voit dans beaucoup de pays européens, en particulier notamment en Espagne, mais dans d'autres pays, la montée de ces moyens logistiques propres. Alors l'accord TEMU, il est juste un accord de prolongement de ce qui était existant. Il ne favorise évidemment en aucune manière TEMU. La Poste applique ses conditions générales de vente. Elle a prolongé un accord qui était un accord d'1 an par un accord de 3 ans pour essayer d'avoir de la visibilité sur la compréhension de la façon dont cette entreprise va se développer. TEMU n'est pas un fabricant, TEMU est une plateforme de distribution. Et l'accord signé avec TEMU ne dit rien de plus que ce qui existait aujourd'hui, mais dans une perspective pour donner à La Poste de la visibilité sur les 3 ans. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous intervenons. Il est absolument clé, en effet, que d'une part, les autorités européennes, d'autre part, les autorités douanières, d'autre part, l'Organisation mondiale du commerce s'adresse à ce sujet. La Poste n'est qu'un des maillons de cette chaîne. Je répondrai à la question sur les 2 euros par colis en même temps, mais la distribution par La Poste ne change pas la présence chinoise, puisqu'elle est ou internalisée ou distribuée par d'autres concurrents de La Poste. Dernier point sur ce sujet, les 2 euros. Alors c'est en effet quelque chose qui peut avoir un impact sur ces colis. Notre vision, il faut le dire, ou en tout cas la vision de La Poste que je partage aujourd'hui, c'est que les fabricants chinois ou les importateurs chinois vont assez aisément détourner cette taxe par des containers, par des palettes et non plus par le colis. Et le 2 euros qui s'appliquera au petit colis ne sera pas payé
par ceux qui utiliseront des palettes ou des containers pour faire venir en France des produits chinois de manière massive. Donc c'est un élément sans doute peut-être qui peut jouer un rôle dans le processus, mais au-delà de ce sujet du 2 €, il convient de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus collective, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, de s'attaquer au sujet des produits chinois et de savoir si, comment ils circulent dans le monde aujourd'hui. Voilà le cadre peut-être rappelé, la complexité de ce sujet, encore une fois avec des enjeux majeurs, pour la paix, pour la Poste. Je continue sur certaines des questions. Comme vous voulez, ou sinon, si vous avez une ou deux questions qui vous semblent nécessiter d'intervenir tout de suite, je pense qu'après nos collègues reviendront dessus. Mais... D'accord. Alors, il y avait une question sur mes atouts. J'espère avoir répondu à ces éléments sur mon parcours professionnel. Vous m'avez posé la question de la rémunération des dirigeants, qui, je suis sûre, pourrait donner lieu à une question. Donc, je vais prendre... Ça met une minute de détente avant que j'aborde ce sujet délicat. Alors, juste pour rappeler le contexte sur ce sujet des rémunérations qui a défrayé la presse et certains médias en particulier ces derniers mois, et du plafond de 450 000 € créé par le décret de 2012. Depuis 2018, vous l'avez bien en tête, depuis l'opération dite mandarine que nous avons évoquée là, qui a conduit la CNP à être apportée à la maison La Poste n'est plus une filiale de rang direct majoritaire de l'État. Ces filiales, que sont d'une part la Banque Postale et l'assurance, sont encore a fortiori pas une filiale directe de l'État. On est encore au niveau petite fille ou même encore plus bas par rapport à l'État et ne sont donc pas soumis, bien sûr, à ce décret de 2012. Si au-delà des aspects juridiques, et plutôt pour parler des aspects politiques ou managériaux, les points que je voudrais mentionner, la Poste, dans ses activités de banque et dans ses activités d'assurance, je l'ai dit, se bat face à des concurrents extrêmement forts, structurés, dans un marché concurrentiel de concurrence exacerbée. Mon rôle de chef d'entreprise, c'est d'avoir et d'attirer des talents et de les conserver. Je pense que certains des dirigeants qui ont été mentionnés sont des dirigeants de talent, de grands talents, et c'est mon devoir, c'est mon objectif de les garder, de les motiver et de les conserver pour le succès. Et d'ailleurs, la performance de la Banque Postale en 2024 et en 2025 est en nette amélioration par rapport à 2024. Donc c'est dans ce contexte qu'il me paraît très clair de rappeler que ce plafond ne s'applique pas à nos dirigeants de filiales de rang indirect, dans un monde exposé à la concurrence, très fortement exposé à la concurrence, et sur lequel j'aurai pour le futur à continuer d'attirer des talents, parce que ces secteurs sont des secteurs à forte technicité et forte régulation. Le conseil d'administration de la banque et le conseil d'administration de CNP, qui comprennent des représentants de l'État, des personnalités qualifiées, des représentants des actionnaires, des représentants des organisations syndicales, ont approuvé ces rémunérations, et c'est de leur compétence, et ce sera dans le futur encore de leur compétence. Donc voilà peut-être les éléments que je voulais partager avec vous. Nous vivons, c'est sûr, dans un monde avec une forte dichotomie entre, d'un côté, le secteur public,
où les rémunérations sont plus basses, on pourrait dire pour certains d'un point de vue plus raisonnable, et le secteur privé où elles sont plus élevées, on peut dire peut-être moins raisonnables. Et la Poste est entre ces deux mondes et doit le concilier. Et ce sera mon objectif d'essayer de concilier cette dichotomie dans laquelle nous vivons malheureusement et qui n'est simple pour personne. Merci beaucoup, madame. Donc, nous allons passer aux questions. Elles sont très nombreuses. Donc, si vous le voulez bien, comme on a l'habitude de le faire, nous les prenons 3 par 3 et vous répondez donc par série de 3 questions. On commence avec Pierre Cuypers. Pierre. Merci, Madame la Présidente. Madame, j'ai bien entendu, bien écouté votre feuille de route, comme d'ailleurs j'avais bien entendu celle de vos prédécesseurs. Or, aujourd'hui, la situation qui est la nôtre, et je vais être très factuel dans ma question, à savoir m'en tenir simplement aux faits. Je suis du monde rural, un monde rural à 60 km de Paris. Un monde rural qui, aujourd'hui, attend de la Poste un service rendu au public. Or, ce service, aujourd'hui, il n'est pas satisfaisant. Il est complètement en dysfonctionnement, en tout cas pour ce qui me concerne dans mon secteur. Un courrier qui doit être reçu un mercredi arrive dans nos boîtes aux lettres le lundi qui suit. Un journal, la presse, qui en principe doit être lu au quotidien, au jour le jour, est déchiré. Alors, ma question, au-delà des faits et du constat, c'est comment comprendre que l'on puisse donner des services nouveaux ou des attributions de services nouveaux à du personnel qui aujourd'hui n'arrive pas à accomplir sa tâche. Nous sommes dans une difficulté, dans une détérioration d'un service rendu au public qu'aujourd'hui nos collectivités, nos mairies, nos secteurs d'activité et les personnes âgées notamment n'ont pas aujourd'hui le retour de ce qu'ils devraient attendre de la part de la Poste. Voilà. Alors comment comptez-vous corriger ceci pour qu'à votre prochaine intervention, on puisse se dire, eh bien voilà, la feuille de route est respectée. Merci. Merci Pierre. Fabien Gay. Fabien qui est là-bas. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la candidate. Comment vous dire ? Bon, la Poste, c'est un des services publics les plus aimés par les Françaises et les Français. Vous entendez pas ? Si. Non, j'entends. J'ai mon ami Olivier Rittmann qui m'entend pas. C'est bien la première fois que tu m'entends pas. Je vais me rapprocher du micro. Parce que souvent, dans beaucoup de territoires, alors Pierre évoque les territoires ruraux. Moi, je viens d'un département très urbain, très populaire. Et moi, je n'oppose pas les territoires entre eux parce qu'on retrouve les mêmes problématiques dans des territoires très très urbains, des quartiers populaires, et des territoires éloignés de métropole qui vivent une désertification des services publics. Et souvent, la Poste, avec l'école, suivant, c'est l'un des derniers services publics. Et moi, je considère que le service public, il s'incarne toujours par des hommes et par des femmes qui sont là pour le faire vivre. Mais ça nous demandera, d'ailleurs, c'est ma première question, c'est une interpellation à l'ensemble de mes collègues, plus qu'une question à Madame la candidate, qu'on donne les moyens à ces services publics. La question de la compensation était déjà vraie sous Philippe Ball, elle restera avec vous si vous êtes évidemment confirmé par les deux assemblées. La question de la compensation pour la question de l'égalité républicaine et de faire vivre les services publics se posera. Parce que si nous ne donnons pas les moyens, alors c'est les usagers de la Poste qui paieront. Mais ça, c'est un débat qui devra nous animer au moment budgétaire, de façon démocratique, et nous arriverons à le régler. Mais je le suggère parce qu'on ne peut pas dire et demander toujours plus à la Poste de présence, un maillage territorial, etc., et au moment budgétaire, arriver à ce que nous ne compensions pas ces missions de service public, comme l'a si bien décrit monsieur le rapporteur. D'ailleurs, ces transformations, c'est ma première question, elles doivent se faire d'abord avec les salariés de la Poste, et pas sans ou contre les salariés. Évidemment, les métiers se sont transformés, vous venez de le rappeler. Donc, comment vous comptez faire vivre moi, j'aime pas trop le mode dialogue social, je sais bien que tout ça... Enfin, la question sociale au sein de l'entreprise. Parce que les transformations ces dernières années ont parfois été violentes pour les salariés,
les syndicats l'ont souvent décrit, un service public qui se transforme très vite, la question des facteurs qui évidemment livrent de moins en moins de courriers, à qui on le demande beaucoup plus d'autres choses. Vous avez parlé des livraisons de repas, la question des colis. Donc comment vous comptez le faire avec les salariés et sous quel timing? Ça, c'est ma première question. Et je me permets de vous dire que la dernière réponse à la question de la rémunération, je me permets une digression, je pense que moi, j'aime pas trop, et ceux qui me connaissent ici, je suis pas trop dans le populisme. Pas mon truc. Dire, ah là là, les patrons sont si bien payés que ça. Bon, je sais bien. Et il faut leur couper la tête et tout ira bien. Mais dans un moment politique tel que nous vivons, où les gens ont les salaires bloqués, où les salariés de la Poste ont des petits salaires et ont des salaires bloqués, que sur la rémunération des grands dirigeants d'entreprises détenues par le public. Alors j'entends la compétition internationale, la banque, l'assurance, je connais ce discours par cœur. Mais au-delà de 450 000 euros, qu'on ne se dise pas que déjà il y a une question là, et qu'il y a une réponse et une soif de justice sociale et fiscale qui s'exprime partout dans le pays, je pense que c'est, à mon sens, pas le bon signal. Ou alors, vous allez dire, il n'y a pas de problème sur la rémunération du top 100 des dirigeants, mais ça veut dire donc que vous arrivez avec des propositions extrêmement offensives d'augmentation de salaire généralisée pour l'ensemble des salariés de la Poste. Parce qu'autrement, le discours, à mon sens, dans le moment politique dans lequel on est inaudible. Je me permets ça. Et la deuxième chose, bon, je n'évoquerai pas la presse, mais je suis en désaccord amical avec le rapporteur, pas les éditeurs, mais bon, ça c'est un autre débat, peut-être que d'autres reviendront sur la question. C'est comment vous voyez les transformations de l'entreprise, et notamment sur le colis. Moi, je viens d'un département où les colis n'arrivent jamais, et une fois sur deux, les colis sont dévastés. Contrairement, malheureusement, au privé, où vous commandez le matin, prenons ça par Amazon, tout le monde connaît, le soir, vous êtes livré. Le problème de la Poste, dans mon département, c'est que vous êtes livré 3 à 5 jours après, que la personne en charge de faire la chose ne sonne jamais, que vous devez donc vous déplacer au bureau de poste, et une fois sur deux, il est ouvert. Donc, sur cette question des colis, vous êtes extrêmement en retard. En discutant avec l'ensemble des salariés, vous voulez combler le retard, notamment sur ce qu'on appelle les lockers, les choses installées dans les gares, les supermarchés. Moi, je crois que vous serez extrêmement en retard, et là où vous en ouvrirez un, vos concurrents, comme vous l'avez dit, en ouvriront 10. Donc, est-ce que la question pour la Poste n'est pas de rattraper le retard ou de prendre un temps d'avance, notamment sur la livraison par intelligence artificielle ou par véhicule aujourd'hui autonome, des choses qui se développent de l'autre côté de l'Atlantique? Je pense que ça sera une réalité dans les 10 prochaines années. Et est-ce que la question est de devoir rattraper le retard que vous ne comblerez jamais, ou de tenter de prendre un temps d'avance sur les concurrents ici? Et ça, c'est une vision d'entreprise. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Fabien. Alors j'avais oublié, il y a Jean-Claude Tissot. Et après, je vous laisserai la parole, Madame Debon. Merci Madame la Présidente. Madame la candidate, mes questions sont très précises. Mais d'abord, avant de poser mes questions, je voulais saluer votre prédécesseur, avec qui on a eu souvent des débats ici. On n'était pas toujours d'accord, mais il était quand même quelqu'un de dialogue. Donc j'espère que si vous êtes retenu, on restera dans cette même dynamique. J'ai 3 questions. Ma première question porte sur la présence territoriale du groupe La Poste, mais liée en particulier aux agences postes communales dans la ruralité, mais pas que. Et je veux juste, à titre d'exemple, à Saint-Étienne, dans mon département, en 10 ans, La Poste a fermé 10 bureaux de poste, alors que c'est la 14e commune la plus peuplée de France. Donc sur le devenir et les éventuelles fermetures d'agences, votre prédécesseur tenait le discours suivant, donc ses propos exacts, il les a dit ici, c'est discutons et regardons la fréquentation. Alors est-ce que pour vous c'est toujours une équation qui sera encore en vigueur, c'est-à-dire fréquentation, maintien, fermeture, et est-ce que c'est pour vous toujours un calcul mathématique, moins de fréquentation, on ferme? Donc ça c'est une question très précise. Ma deuxième question, elle est plus ou moins liée à la désertification bancaire. Donc aujourd'hui dans les départements, il y a une banque très présente qui a décidé de fermer des agences. Et avec ces fermetures d'agences, aussi la disparition des distributeurs automatiques de billets. Et pour les habitants et les commerçants, c'est une mauvaise nouvelle de plus dans un contexte de raréfaction permanente des services de proximité. Moi, j'avais déposé ici une proposition de loi il y a quelques années de ça sur la présence bancaire et qui soulevait déjà ce sujet-là.
moi, j'aimerais avoir votre avis sur la possibilité de garder une disponibilité d'espèces à travers les agences bancaires postales. Est-ce que pour vous, c'est une éventualité? Est-ce que vous rejetez d'un revers de main cette éventualité, ou est-ce que non, finalement, c'est peut-être une solution, c'est peut-être aussi une mission de la Poste? Et puis une troisième question, mais vous avez déjà abordé un petit peu, c'était à propos de Temu. Immanquablement, avec cet accord, les volumes vont exploser. Donc, est-ce que... Non, il y aura moins de volume? Parce que ce n'est pas ce que disent aujourd'hui les syndicats quand on les interroge et qui nous sollicitent. Si jamais ils avaient raison, qu'il y ait plus de colis, est-ce que vous imaginez des personnels supplémentaires? Merci. Tout d'abord, sur la qualité de service, je me permets de prendre note et d'acter. Vous avez en effet un département rural de région parisienne, peut-être que j'ai pu à connaître en matière de transport, et je sais la complexité de pouvoir desservir correctement ce type de territoire. La Poste, c'est 225 000 salariés. Je m'attacherai à la qualité de service comme une priorité de la maison. Je trouve que quand je regarde les chiffres 2025 et 2024 sont en amélioration par rapport à 2023, à la fois dans le respect des obligations, le 95%, à la fois dans les indicateurs de satisfaction client qui sont mesurés par des baromètres. Évidemment, ce n'est pas 100%, on n'est pas dans le 100%. Donc, je serai particulièrement attentive à ce sujet. Je crois que beaucoup de facteurs font extrêmement bien leur travail, sont vraiment engagés. Donc, les cas que vous avez pu connaître ne me semblent pas non plus, mais je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a des irritants. On a tous vécu des irritants à aller dans un bureau de poste ou à la banque postale. Ça arrive. C'est le cas de toujours dans les entreprises, mais on est dans cette transformation culturelle où on va mettre le client vraiment au cœur du process, de la formation. C'est vraiment les éléments importants. Mais je vois sur le terrain aussi des postiers et des postières qui sont quand même très, très engagés. Les nouveaux services, comment on y arrive? On y arrive par un effort de formation massif. La Poste, c'est 4,5% de son chiffre d'affaires qui est consacré à la formation. C'est à la fois à la formation sur le digital, la formation sur les problématiques RSE et la formation sur les nouveaux métiers. La Poste a lancé, par exemple, s'est lancée dans le processus ICOP, qui est un processus pour justement favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Les gens ont été formés spécifiquement à ICOP pour être capables de faire des questionnaires auprès des personnes âgées et s'assurer de collecter des éléments sur leur santé, leur état d'esprit et de permettre de se bien vieillir à domicile. Donc, ma réponse à votre question, c'est très grande concentration sur la qualité de service et formation de nos personnels pour améliorer les process. Monsieur le sénateur Gay, j'ai bien entendu vos points et il y en a plusieurs que je partage. Vous savez que venant de Keolis, les véhicules autonomes est un sujet qui me parle. Et je pense qu'un jour, à un horizon peut-être 5-10 ans, ce sera quelque chose qui viendra en complément. Il faut savoir qu'aux États-Unis, aujourd'hui, un taxi sur 2 dans certaines villes est un taxi véhicule autonome. Donc, vous allez à San Francisco, à Los Angeles, vous allez à Phoenix, Austin, vous avez des véhicules autonomes. Ça peut permettre d'améliorer la qualité de service dans des zones ou excentrées ou des zones où, pour des raisons de sécurité, de complexité de trafic, on a plus de mal à améliorer la qualité de service. En tout cas, comme je le disais, la dimension qualité de service et client au cœur de la problématique, avec des outils aussi informatiques. Maintenant,
les facteurs ont Factéo, ils ont un certain nombre d'outils à leur disposition qui permettent d'améliorer la qualité de service. Beaucoup de choses ont été faites quand même ces dernières années, des SMS que l'on peut recevoir sur la livraison des colis. Tous ces petits éléments qui sont devenus notre quotidien dans la livraison des colis ou des courriers, ils ont demandé beaucoup de travail à la maison de la Poste. Et il faut avoir en tête que la force ou la complexité de la Poste, c'est de desservir tous les territoires. Une entreprise comme Amazon ne dessert pas tous les territoires. Elle n'ira pas dans le rural ou le plus excentré. Avec la Poste, vous avez ce service du dernier kilomètre et ce 6 jours sur 7 que la Poste maintient. Sur les questions de disponibilité d'espèces, peut-être un point de précision. C'est entre 2022 et 2024, les retraits d'espèces ont baissé de 20%. Donc on constate on constate tous au quotidien, l'espèce a moins de place dans notre vie quotidienne. Une fois que j'ai dit ça, la Poste a une présence par ses distributeurs automatiques de billets bien supérieure à sa part de marché en tant que banque. La Poste essaye d'avoir des facilités bancaires dans l'ensemble de ces 17 000 points de contact et d'être soucieuse, puisque dans la vie aussi des marchés, dans la vie des brocantes, dans la vie de certains territoires, l'espèce continue à jouer un rôle important et on continuera à travailler pour cet équilibre. Et pour répondre à votre question et faire référence au discours de Philippe Val, ce n'est pas un pur calcul mathématique. L'équation économique rentre dans l'analyse des décisions de fermeture ou pas d'un bureau, mais c'est vrai que la Poste n'a jamais devancé la baisse de la fréquentation, mais quand la baisse de la fréquentation est évidente et massive, la Poste doit en prendre en compte et en concertation avec vous, puisque aujourd'hui, il y a des boîtes à lettres où il n'y a pas de courrier, il y a des bureaux où il y a très peu de passages. Les passages sont passés de 2 millions à 740 000. C'est une baisse très significative. Donc tous ces éléments, on doit les prendre en compte, d'autant que, on le disait en introduction, l'équation économique de la Poste est quand même assez complexe. Donc ça ne se résume pas à une équation économique. C'est en concertation et en dialogue avec vous, élus sur le territoire, que nous ferons évoluer, comme il a été déjà fait, les 17 000 points de contact, à la fois pour maintenir une présence et des services, pour essayer de mutualiser les services, parce qu'évidemment, plus on a des services dans un même milieu de présence, plus on peut maintenir cette présence. C'est la force du développement des services de proximité. En ce qui concerne le dialogue social et le point que vous mentionnez concernant TMU et les syndicats, il y a des positions de syndicats assez différentes. J'ai vu que la CFDT avait tweeté ce matin à la Poste de manière plutôt différente d'autres syndicats concernant TMU, et en insistant sur l'importance de la livraison de colis pour les facteurs. Encore une fois, c'est un point majeur de l'emploi et du maintien de l'emploi en France. On ne peut pas demander à la Poste de régler l'ensemble de la problématique de la fabrication industrielle par la Chine, qui est l'usine du monde aujourd'hui, malheureusement, quand on a une fibre française souveraine. Et puis, en ce qui concerne le dialogue social aussi, la Poste a fait une grande mutation l'année dernière. Elle s'est mise dans un cadre de droit commun, si je puis dire, avec maintenant 32 instances de CSE qui portent le dialogue social, qui ont été très actifs. Les entreprises travaillent avec des CSE. La Poste ne travaille que depuis 2024 dans le cadre de ces 32 CSE qui sont dans les branches et dans les géographies et qui sont quand même un lieu fort de dialogue. Et j'ai entendu dire qu'il y en a même certains qui durent 2 jours. Donc il y a en tout cas de l'échange et de la concertation, et je m'inscrirai dans cette culture de la concertation et du dialogue.
même si certains n'aiment pas ce terme-là, je pense que j'ai pas trouvé encore mieux pour essayer d'arriver à faire travailler et rapprocher les points de vue et faire partager aussi les dimensions stratégiques à l'ensemble des équipes de la Poste et inversement aussi aux équipes de direction à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et les difficultés que rencontrent les guichetiers ou les facteurs et les factrices. Merci. On continue avec Evelyne Renaud-Garabédian. Madame la Présidente, Madame, j'aurais 2 questions à vous poser. Tout d'abord, je voudrais revenir sur cette question de taxation douanière de 2 €, plutôt sous un angle de tension logistique. En 2024, plus de 775 millions d'articles d'une valeur inférieure à 150 € sont rentrés sur le territoire français sans supporter aucune taxe douanière. Dans le projet de loi de finances, le gouvernement, pour justifier une taxation de 2 € pour chaque petit colis, avance que l'afflux massif de produits en provenance d'Asie a 3 effets négatifs. Tout d'abord, fragilise le commerce de proximité ainsi que le dynamisme de certains de nos territoires, engendre un manque à gagner pour les finances publiques et exerce une pression croissante, notamment sur la Poste. Je vous avoue ne pas tellement bien comprendre ce dernier argument soulevé par le gouvernement. Il déplore un regain d'activité commerciale pour la Poste et propose au contraire une mesure qui pourrait éventuellement assécher le flux et donc le chiffre d'affaires de la Poste. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes capable de répondre à ma question. Est-ce que cela veut dire, si vous avez déjà un petit peu vu les activités de la Poste, est-ce que cela veut dire que la logistique de tous les petits colis qui passent par la Poste est beaucoup trop onéreux pour la Poste et ça coûte excessivement cher. Et donc la Poste perd beaucoup d'argent sur ces petits colis. Ma deuxième question, qui est moins une question, mais qui est plutôt une remarque. Je suis sénateur des Français de l'étranger et je suis sans cesse alertée par nos compatriotes qui habitent à l'étranger de voir leur compte bancaire en France qui est fermé en raison des contraintes réglementaires que tout le monde connaît sur l'origine des fonds et leur utilisation. Ces comptes bancaires sont vitaux pour ces Français qui vivent à l'étranger. Ils payent leurs impôts, ils encaissent leur retraite, ils encaissent leur remboursement de sécurité sociale, ils payent l'école de leurs enfants ou entièrement leur logement. J'ai évoqué avec Philippe Val ce sujet lors d'une précédente audition à notre commission économique pour éventuellement trouver une solution avec la filiale de la banque de la Poste, la banque postale, qui est détenue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, également par la Caisse des dépôts. J'ai pu m'entretenir avec un dirigeant de la Caisse des dépôts sur le sujet et ils ne se sont pas montrés sensibles du tout sur ce sujet du problème des Français de l'étranger. Je voulais savoir si vous étiez désigné en qualité de présidente de la Poste. Est-ce que vous accepteriez que je me mette en contact et avec qui des personnes de votre équipe qui pourraient être sensibilisées sur ce sujet? Merci. Merci Evelyne. Antoinette Gull. Antoinette. Oui, alors, bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame Debon, chers collègues. Moi, j'avais 3 questions à vous poser. La première concerne Temu, en particulier le fait que la CDC a refusé de soutenir le BHV à cause de l'accord qu'ils étaient en train de passer avec Chine. Je me demandais si la CDC, si je ne m'abuse, qui est fortement présente dans le conseil d'administration pour lequel vous candidatez de présider, va également vous demander une rupture de contrat d'alliance avec Temu, puisqu'elle s'est clairement prononcée contre la présence de Chine à Paris et au BHV. Donc je voulais savoir, face à cette dichotomie, comment vous vous positionnez sur Temu toujours. Je voulais savoir si le fait de faire cet accord avec Temu ne revient pas justement à ne pas exercer le devoir de vigilance auquel pourtant vous êtes soumis en tant que grande entreprise. Ma deuxième question porte sur CNP Assurance. Vous savez que nos collectivités aujourd'hui ont beaucoup de mal à trouver des assureurs qui les assurent aujourd'hui contre les différents risques et en particulier, bien entendu, à cause des risques liés aux problèmes climatiques. Je voulais savoir si, dans les grandes missions que vous imaginez pour CNP Assurance, celle-ci en fait partie.
C'est ma deuxième question. Et enfin, ma dernière question, parce que moi, je suis une sénatrice de Paris. Je voulais savoir, pour les grandes villes, quelle était la stratégie de présence postale. Alors, autant j'entends, et j'ai beaucoup entendu la stratégie de présence postale dans le monde rural, autant je n'entends pas la stratégie de présence dans le milieu urbain très dense. Je vous remercie. Franck Menonville. Oui, merci Madame la Présidente. Madame, j'ai deux questions qui portent sur le réseau de points de contact. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000 bureaux de poste, je crois, répartis sur le territoire. Des agences postales communales, plus de 5000, je crois. Et puis également des relais au sein des postes, au sein des commerces. Je voudrais peut-être savoir et que vous puissiez peut-être nous détailler quelle est votre ambition et le maintien des équilibres, et notamment concernant les bureaux de poste. Et la deuxième question concerne les agences postales communales. Il faut le dire, c'est un beau partenariat qui s'exerce entre la Poste et les communes. Ça permet à la fois de maintenir un maillage, vos points de contact, mais aussi de dynamiser dans un certain nombre de cas des services de proximité, en particulier une synergie avec la mairie, le secrétariat de mairie. Néanmoins, il y a un certain nombre de services qui n'y sont pas présents. Est-ce que vous avez comme ambition de faire monter en puissance un certain nombre de services dans ces agences postales communales et si oui, lesquels? Voilà. On vous donne la parole de nouveau, Madame Debon. Oui, je reviens d'abord sur la taxation de 2 euros. Comme je disais, en fait, aujourd'hui, les colis qui sont distribués par la Poste, qui le sont déjà, distribués par les facteurs et les factrices, participent complètement de l'équilibre économique du service universel postal. Donc, sans les colis, nos tournées seraient moins pertinentes, ou les facteurs auraient moins d'activité. Donc, c'est plutôt un atout pour les facteurs et les factrices d'avoir cette activité. La Poste ne perd pas d'argent particulièrement sur cette livraison de colis. Je reprécise aussi peut-être un point. J'ai parlé de l'internalisation qu'ont commencé un certain nombre de plateformes. Et puis ça permettra aussi de faire un lien avec le sujet de l'environnement et du devoir de vigilance. La Poste, elle a 37 000 véhicules électriques. Donc, au minimum, la livraison des colis, elle est faite de manière environnementale. Et ce n'est pas le cas ce n'est pas nécessairement le cas quand c'est internalisé par d'autres concurrents ou d'autres plateformes. Donc, c'est un point aussi qui me semble nécessaire d'avoir en tête. Je note votre point sur les Français présents hors de France, à l'étranger. Je ne saurais pas y répondre aujourd'hui, mais je vais le noter et bien évidemment essayer de voir s'il y a une réponse à y apporter. Les contraintes de gouvernance, de compliance qui s'imposent aux banques, elles sont extrêmement fortes et strictes, définies à l'échelle européenne. Et la Banque postale est tenue de les tenir et de les respecter, évidemment. Mais je vais regarder si on a une réponse plus spécifique à vous apporter. Concernant, donc je reviens sur le sujet Caisse des dépôts, BHV, Chine, que Mme Gull mentionnait. Je pense qu'on est dans deux sujets totalement différents, puisque, encore une fois, là, nous parlons de produits qui sont déjà présents de marchandises, de colis qui sont déjà présents et commandés par des citoyens, nous tous, les particuliers. La Poste les distribue. Et d'ailleurs, la Poste ne peut pas faire de refus de vente ni de discrimination sur ce sujet. Ils sont commandés par un particulier sur un site européen ou pas européen, TEMU ou pas. Nous sommes tenus de les livrer. Donc c'est un choix un peu différent de celui de la Caisse qui, elle, là, c'est
poser la question d'une entreprise, non pas nécessairement une plateforme, mais d'ailleurs plus un acteur de la fast fashion, comme on dit, de la mode rapide, très rapide, et sur lequel la Caisse a voulu avoir un message de nature différente. Donc on est vraiment dans deux sujets qui ne sont pas de même nature. Je prends votre point sur le devoir de vigilance. C'est, à mon sens, quelque chose d'important qu'on a à surveiller. La Poste est extrêmement attentive à ce sujet. Je l'ai moi-même été chez Keolis en ayant appliqué de manière proactive la directive dite CSRD d'information à l'extérieur. Keolis n'avait pas d'obligation de le faire, nous l'avons fait. Donc c'est un point sur lequel je serai attentif. En ce qui concerne les déclarations de la Poste, depuis ces dernières années, le devoir de vigilance est quelque chose qui a été défini par la loi de 2017. Il s'est peu à peu construit, il s'est peu à peu mieux déterminé, et je serai vigilante, si je puis dire, à ce que nous le respections pleinement. Je pense que c'était aussi la vision de mon prédécesseur, mais c'est vrai que c'est un droit qui s'est construit progressivement et sur lequel il faut qu'on continue d'être très, très attentif sur les aspects humains, sociaux, économiques et environnementaux qui sont derrière. En ce qui concerne l'assurance, malheureusement, en effet, il y a beaucoup d'opérateurs et de collectivités locales qui ont du mal à s'assurer. C'est une vraie difficulté du marché. Opérateurs de transport public sont bien en première ligne sur ce sujet aussi. Certaines collectivités. La CNP est avant tout un assureur de particuliers, retraite, prévoyance, d'une certaine manière sur les risques dits ARD, mais principalement autour des particuliers. Donc, pas complètement nécessairement autour des collectivités locales, mais c'est des savoir-faire plus spécifiques, mais je regarderai le point une fois que je serai plus à la manœuvre, si, encore une fois, votre vote m'est favorable. La stratégie de présence postale en milieu urbain, c'est vrai peut-être qu'on en parle un peu moins parce que il y a une densité du dit tissu urbain qui pose moins de questions, mais il y a quand même une réflexion sur l'optimisation de l'ensemble des installations et de la pertinence de la présence. La France a des points spécifiques dans ces grandes villes, comme en particulier le sujet des migrants. Et là, la Poste joue un rôle très important et a une stratégie forte, puisque 360 des bureaux de la Poste sont des bureaux destinés aux migrants. Donc, dans les tissus urbains beaucoup plus complexes et plus denses, dont Paris ou sa périphérie fait partie, la Poste a été très active pour développer, dans le cadre de sa mission d'accessibilité bancaire, pour développer de l'accueil, de l'aide à la traduction, de l'aide aux documents numériques. Donc c'était un des axes de la Poste sur lequel je pense qu'on peut la féliciter du travail qui a été fait. Et sur les autres missions plus de service universel postal, tout le travail a été un travail de modernisation des investissements immobiliers, avec un montant assez significatif investi par la Poste, et des outils informatiques qui vont de pair. Je crois avoir fait le tour de... Alors, non, pardon. Les synergies et les services que nous pouvons mettre dans les différentes agences, oui, l'objectif, c'est d'essayer de décliner de plus en plus de services de proximité. Je reprends le sujet des repas à domicile. J'ai dit que la Poste en livrait 15 millions. Le marché potentiel, c'est 150 millions. Donc on a encore une capacité, alors là, ce n'est pas en agence, mais c'est sur le portage. Beaucoup des services numériques peuvent être déployés de manière plus nette dans les agences. Tous les métiers liés à la banque postale aussi, puisque le rôle des conseillers bancaires peut continuer à se développer pour donner l'accès à l'ensemble des offres. Crédit immobilier, crédit à la consommation. Et c'est la chance de la Poste. Elle a à la fois des flux dans ses lieux de vie
dans ces lieux, dans ces agences ou dans ces bureaux de poste qui sont autour de ces différents métiers. Donc on a cette capacité à créer des synergies et l'objectif c'est bien, alors dans le jargon du secteur bancaire, de faire du multi-équipement, c'est-à-dire pouvoir offrir tous les métiers possibles à nos clients existants et puis en attirer d'autres. Donc c'est bien un des axes que j'essaierai de poursuivre autour en particulier du secteur bancaire et du secteur numérique. Merci. Alors, on va passer à Marianne Margaté. Marianne. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Madame, j'ai deux types de questions. L'un sur la question de l'emploi. Il y a eu de nombreuses suppressions d'emplois à la Poste, notamment sur la question liée aux facteurs. Vous avez expliqué, mais à ce service rendu. Je voulais savoir, et on entend parler de 15 à 20 000 suppressions d'emplois. Est-ce que d'ici 2030, est-ce que ce chiffre a pour vous une réalité? Et comment aujourd'hui la baisse du courrier, même s'il y a la question du colis dont vous parliez, est-ce qu'il y a aujourd'hui un objectif quel est l'objectif d'effectif en 2030 et combien de suppressions d'emplois éventuellement vous devriez envisager au vu de la charge de travail. D'autre part, sur la question de la précarité des contrats, il y a un pourcentage très important d'emplois précaires à la Poste. Est-ce que vous avez une politique de CDIsation de ces contrats pour fidéliser le personnel et qu'il puisse également, je pense, travailler dans de meilleures conditions? Enfin, je voudrais revenir, comme mes collègues, sur les missions de service public. Je pense qu'on assiste quand même aussi à une dégradation de la qualité du service et je dirais couplée à ces augmentations du timbre, à la suppression de tournées, au risque d'allongement du temps de distribution avec le J+3. Donc on assiste quand même on voit bien à ce délitement de la qualité du service public rendu par la Poste, ce qui rend d'ailleurs d'autant plus, je dirais, crispant toute velléité de suppression de points de contact. Et je voulais d'ailleurs revenir sur ces 17 000 points de contact qui sont un objectif du contrat de présence postale, mais qui voient diminuer évidemment le nombre de bureaux de poste au profit d'augmentation des agences postales communales ou des relais commerçants. Je voulais savoir si aujourd'hui vous avez une idée de cette répartition à l'avenir, comment elle s'opère, puisque les mêmes services ne sont pas rendus et la charge d'ailleurs, la charge supportée d'une part par les communes, d'autre part par les commerçants n'est pas non plus la même. Donc est-ce que vous avez une idée de la répartition des 17 000 points de contact dans la mesure où ils seraient maintenus? D'ailleurs, ça peut rester une question. Seront-ils maintenus? Et enfin, les communes, alors vous me corrigerez peut-être, mais disposent aujourd'hui pour certaines d'entre elles d'un droit de veto, que ce soit pour les petites communes ou en quartier politique de la ville ou pour l'outre-mer. Est-ce que ce droit de veto a-t-il vocation, selon vous, à perdurer, et ce qui permettrait notamment de répondre à ces territoires qui sont particulièrement en fragilité? Merci. Merci Marianne. Lucien Stanzione. Merci Madame la Présidente. Madame, la Cour des comptes a récemment souligné la fragilité de la trajectoire financière de la Poste et la nécessité de redéfinir ses missions de service public. Dans nos départements ruraux, où le maillage postal reste un élément central de la vie locale, comment, en tant que candidate, envisagez-vous de garantir la soutenabilité financière du service universel sans réduire la présence territoriale ni affaiblir le lien social que représentent les bureaux de poste et notamment les bureaux de poste ruraux? Combien comptez-vous créer de nouveaux bureaux de poste? Sous quelle forme juridique? Et en particulier avec quel statut? Je vous remercie. Anne Chain-Larché. Anne. Oui, merci Madame. Merci Madame la Présidente. Ce sont des questions qui se rejoignent, mais la France est un des derniers pays européens à assurer la distribution du courrier 6 jours sur 7. Dans un climat aujourd'hui qui nécessite de restaurer les marges du groupe, est-ce que vous pensez pouvoir maintenir cette fréquence de distribution qui, bien sûr, est un atout important pour nous, et notamment dans les secteurs ruraux? Vous avez entendu que de nombreuses voix s'élèvent à ce sujet. Autre sujet aussi qui me paraît très intéressant sur proposition du Sénat, et je voudrais vous entendre en dire plus sur la détection de précarité à la fois informatique
et administrative à laquelle la Poste souhaitait apporter à un certain moment des réponses. Et puis, en dernier lieu, on a beaucoup parlé de la concertation avec les salariés, mais dans une perspective d'évolution et de modification, peut-être en profondeur du service postal, est-ce que vous continuerez, est-ce que vous avez l'intention d'ailleurs, de l'effectuer en concertation étroite avec les parlementaires et les élus locaux? Merci. Voilà, Madame Debon, de nouveau, beaucoup de questions dans cette série. Oui. Sur l'emploi et la suppression de l'emploi, il faut bien avoir en tête qu'en effet, le nombre d'emplois a diminué ces dernières années et en lien, comme on le disait, clairement avec le courrier. Il faut quand même aussi noter que ces suppressions d'emplois ont plutôt été des départs à la retraite. Il n'y a eu aucun plan social fait à la Poste. C'est assez rare pour une entreprise de cette taille qui a dû subir ce qu'elle a subi en termes de baisse d'activité. Donc, c'est le point à souligner pour le passé. Pour le futur, les chiffres que vous m'évoquez ne m'évoquent rien, que vous mentionnez ne m'évoquent rien. Je n'ai pas un objectif 2030. Et comme je l'ai dit, je crois que la bonne attitude n'est pas évidemment de devancer une baisse de fréquentation, mais d'accompagner cette baisse de fréquentation si vraiment elle a lieu. Et mon objectif sera avant tout de multiplier les services dans l'ensemble de nos lieux de présence. Donc mon objectif n'est pas de réduire les emplois. En ce qui concerne la précarité des contrats, on a très souvent, et la Poste a la chance de pouvoir recruter. On recrute beaucoup en France. Hein, on recrute plus de 8500 personnes par an. Donc, un de mes objectifs, et je pense que c'est aussi en lien avec la culture de la Poste, c'est de permettre l'ascenseur social au sein de la Poste et des évolutions de carrière. Le rôle de la formation est important, mais pas que. Certains ont fait leur carrière et donc passent de différentes natures de contrats. L'objectif, c'est en effet d'aller vers des contrats qui sont de moins en moins précaires, avec plus de formation. On commence parfois par de l'apprentissage, et puis on va vers le CDI et on évolue dans sa carrière. C'est donc pas d'accroître la précarité, mais au contraire d'offrir aux collaborateurs de la Poste une capacité à s'inscrire de manière durable dans un parcours professionnel. La qualité de service, je vous entends, vous l'avez répété à nombreuses reprises, donc je le garde comme un point fort de nos attentes, et ce sera, avec l'ensemble du comité de direction, une de mes tâches premières. En ce qui concerne le veto, non, on est dans une concertation. Le contrat de présence territoriale qui est travaillé aussi avec l'AMF, on s'inscrit dans cette culture de concertation avec vous. C'est vrai que sur les 17 000 points de contact aujourd'hui, les agences communales postales ont progressé, et l'objectif, et c'est aussi le point que je mentionnais dans mon introduction avec les maisons France Service, c'est d'avoir dans ces lieux le plus d'activités possible, donc d'être multi-activités, multi-services. Donc on n'est pas dans une logique où le droit de veto tomberait. Le rapport de la Cour des comptes, en fait, on est tous partagés par ce point, et je pense que vous comme moi, vous avez ce sentiment. À la fois, on veut plus de services publics, à la fois, on a la complexité de le financer. Et donc, en tant que futur président potentiel de la Poste, ce sera mon premier dilemme, ma première complexité. Comment on améliore la façon de faire ces services publics au moindre coût, comment on obtient aussi qu'ils soient mieux financés, et qu'est-ce qui est soutenable. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important de construire l'avenir, et que c'est pour ça que j'ai insisté sur la sous-compensation, parce qu'il faut aussi qu'on puisse investir dans des métiers futurs et qu'on puisse compenser les métiers qui déclinent.
Encore une fois, je l'ai dit, le courrier va continuer de décliner. Vous êtes sans doute ceux qui écrivez le plus, parce que vous recevez beaucoup de courriers de vos territoires et vous répondez. Mais malheureusement, vous êtes un petit îlot qui résiste. J'aimerais bien en avoir beaucoup des îlots comme ça du point de vue de la Poste. Mais les courriers administratifs sont de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Banque, administration, il n'y en a plus. Ils deviennent tous digitaux. Les feuilles de paye, on les a connues, on les recevait, on ne les reçoit plus. On sont dans des coffres-forts électroniques. C'est vraiment cette disparition du courrier qui est préoccupante. Le colis s'est substitué, mais il y a encore beaucoup de paliers que nous aurons à passer. Et c'est vrai que si le service universel postal doit rester exactement à l'identique, alors qu'on a encore ce séisme à venir d'une autre baisse, sera une problématique. Alors le 6 jours sur 7, qui est, je l'ai dit aujourd'hui, vous l'avez dit, monsieur le sénateur, la Poste a 6 jours sur 7, alors que dans la plupart des pays européens, et la directive européenne prévoit 5 jours sur 7. Mais la loi française a prévu 6 jours sur 7. Il faut savoir qu'il y a même des pays européens qui ne respectent plus la directive européenne. Donc je ne peux pas aujourd'hui répondre à votre question. Je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont les tournées sont organisées. Il y a le sujet de la presse qui nécessite une livraison aussi 6 jours sur 7. Il y a le sujet de l'urgence. Donc il faut peut-être avoir des approches différentes suivant les territoires, rural, périphérique, urbain. Il faut voir si le portage finit par se développer pour la presse ou pas. Donc c'est l'ensemble de ces éléments. Ce sera une question que nous aurons à nous poser. De toute façon, on est du domaine législatif en plus. Donc c'est un vrai sujet pour le futur de la Poste. Très bien. Alors, on continue. Il y a encore quelques... Oui. Sur la précarité administrative, je le note comme un point, parce que je ne suis pas complètement sûre d'avoir tous les éléments pour vous répondre, mais je pense que comme on l'a vu sur le sujet de précarité en matière du bien vieillir et de la santé, on est bien placé pour jouer un rôle sur ce sujet. Les maisons France Service ont été un succès. Il y a quand même beaucoup d'actes qui sont faits grâce aux maisons France Service. Donc, sur les 2500, la Poste ne s'en occupe que de 400. Et c'est peut-être pas les meilleures maisons France Service de l'ensemble. En tout cas, ça a été quelque chose qui a amélioré le sujet de la précarité administrative ces dernières années. Donc, si c'est ça le point, je pense qu'on devra y continuer d'y travailler. Merci. Vincent Louot. Merci. Madame Debon, merci pour vos réponses précises. C'est toujours difficile de répondre précisément sur un poste que vous n'êtes pas encore établi. C'est quand même pas commun. Donc je vais vous poser une question encore plus précise. Je vais vous parler de l'Union postale universelle parce que vous nous demandez des compensations à juste titre pour le service postal universel. Vous touchez à peu près 500 millions. Mais vous venez de nous dire que vous voyez les colis un peu stagner, voire descendre un peu sur les colis. Je suis devant les chiffres européens, ça double tous les ans. On est parti d'1,3 million en 22 pour 1,3 milliard en 22, 2,3 milliards en 23, 4,5 milliards en 24. Donc si ça continue par 2, il y en aura plutôt 5, 6, 7 en 25 milliards de petits colis. On parle des petits colis. Sur les petits colis, moi je suis étonné parce que la négociation avec l'Union postale universelle, en fait, c'est une chambre de compensation quand vous livrez du courrier. Quand j'envoie un courrier, enfin un paquet à ma sœur au Canada, on ne paye pas la poste canadienne qui va lui faire les 10 derniers kilomètres. Donc cette compensation est négociée sur un cycle d'Abidjan qui finit cette année. Je voulais savoir votre position par rapport à ce cycle, au prochain cycle de négociation de l'Union postale universelle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les colis que vous transportez pour Shine, Temu et consorts, en fait, vous les amenez pour 1,50 €. Ah oui, parce que la Chine est considérée comme un pays en voie de développement. Et donc, vous faites gracieusement cadeau de 50%. Et aujourd'hui, envoyer 100 grammes avec une lettre coûte 2 fois plus cher qu'un colis Shine et Temu que vous livrez gracieusement. Donc, je voulais savoir quelle est votre volonté
sur comment on peut vous aider aussi dans ces négociations internationales, parce qu'elles sont difficiles. Les Américains ont bloqué le cycle il y a une dizaine d'années. Et je pense que, vu les enjeux de service public, on ne peut pas se permettre de faire 50% de réduction sur tous les colis Chamier-Ténu qui rentrent et qui sont distribués par la Poste. Très bien. On va accélérer un peu parce que vous êtes attendu à l'Assemblée nationale. Vous allez être en retard avec Jean-Marc Boyer. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, merci. Dans toutes les missions que vous avez évoquées, missions de service public, concurrence, diversification, et surtout, vous avez souvent évoqué qu'il y avait moins de courriers. Ça, bon, tout le monde peut le constater. Le problème sur nos territoires, c'est qu'on a des territoires parfois qui sont isolés, qui sont éloignés, avec des personnes âgées, des anciens, qui ne sont pas des adeptes du coffre-fort électronique, ni de l'intelligence artificielle. Et à plusieurs reprises, vous avez évoqué les maisons France Service. Alors ma question est de savoir quelle relation, dans l'avenir, vous voulez envisager, ou vous pouvez envisager avec les maisons France Service, sachant qu'aujourd'hui, c'est les citoyens qui vont à la maison France Service. Et donc la Poste, elle a sa mission de proximité, presque à domicile, je dirais. De quelle manière vous pensez évoluer sur ce sujet-là? Il ne faudrait pas qu'un jour, les citoyens soient amenés à aller à la maison France Service pour retirer leur colis ou voir leur courrier. Viviane Artigalas et Christian Redon-Sarrazy. Et on aura fini. Merci Madame la Présidente, Madame la candidate. Moi j'ai deux questions à vous poser. La première concerne, vous avez parlé à un moment donné que les missions de service public non compensées vous empêchaient d'envisager mieux de diversification. Si vous aviez les moyens d'envisager cette diversification qui serait bonne pour la Poste, je pense, est-ce que ce serait plutôt sur une extension du périmètre des diversifications que vous faites déjà, ou est-ce que ça serait d'aller vers d'autres domaines d'activité, et si oui, lesquels? Et si cette diversification, que ce soit en termes de périmètre, impliquerait du rachat d'entreprises ou de l'investissement dans d'autres entreprises à l'étranger, à sachant que vous avez déjà 44% de votre chiffre d'affaires à l'étranger. Et ma deuxième question, votre actionnaire principal, c'est la Caisse des dépôts et consignations. La Banque des territoires est un acteur important de prêt aux collectivités locales sur du long terme. Comment vous envisagez les complémentarités ou la concurrence entre la Banque postale et la Banque des territoires? Merci Viviane. Et dernière petite question, Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question a été en partie posée par Jean-Marc Boyer, mais je complète. Comment comptez-vous éviter encore plus d'exclusion numérique? Parce qu'effectivement, beaucoup de services aujourd'hui sont dématérialisés, digitalisés. Or, la Poste s'adresse à un certain nombre à un public qui parfois est très loin du numérique et fragile sur ce sujet-là. Donc il ne faudrait pas... que comptez-vous faire pour éviter que le fossé se creuse encore plus? Voilà, Madame Debon. Donc, nous excusons par avance sur le retard. Alors sur le cycle d'Abidjan, vous faites bien de préciser que là, vous me mettez dans mes retranchements sur la compréhension de la dimension internationale, mais c'est quand même un point vraiment important sur le sujet. Et c'est ce que j'évoquais en essayant de répondre sur la question Tému, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux de négociation internationale, douanière, européenne, voire Organisation mondiale du commerce. En théorie, en 2025, la Chine a décidé de ne plus bénéficier, c'est auto-défini comme ne bénéficiant plus de l'avantage pays émergent. Mais elle l'a mis sous un certain nombre de conditions et de réserves. Donc il faudra que je creuse et que je comprenne ces réserves pour en effet voir comment ça se traduit financièrement dans les échanges postaux internationaux. Mais en théorie, elle n'est plus sous la casquette pays émergents. Ce qui est en tout cas certain, c'est que le sujet des colis chinois, il dépasse la Poste, et vraiment il faut que les pouvoirs publics européens et internationaux, sachant que quand on regarde ce qui se passe en ce moment sur les États-Unis ont mis en place des barrières douanières. Il faut voir que les ventes chinoises résistent quand même pas mal, malgré des taux, et ça permet aussi de répondre sur le sujet du 2 €, avec des taux de 25 à 50% de droits de douane additionnels mis en place par les États-Unis. Les ventes chinoises se tiennent pas si mal aux États-Unis. Donc ça montre la puissance, entre guillemets, de feu des fabricants et des plateformes chinoises.
Sur Maison France Service, il y a vraiment un axe qui est le développement à domicile. Et c'est là aussi la force de la Poste, je le disais, sur le thème de la confiance. Dans les territoires ruraux, tout le monde connaît son facteur ou sa factrice. Elle rentre dans votre domicile. Dans beaucoup de territoires, alors je nuance. Ça change peut-être plus, mais il y a quand même une complicité qui... peut-être, mais il y a aussi quand même des tournées. Pour certains, il y a une certaine connaissance. Et je crois que le à domicile peut être un élément de développement de l'activité de la Poste, justement pour traiter ces cas d'exclusion numérique, ou pour apporter à domicile des compléments. C'est ce qu'on a fait sur le portage des repas ou le portage des médicaments. Donc ce n'est pas d'imposer aux personnes âgées qui peuvent plus se déplacer d'aller dans des maisons France Service, mais bien sûr de continuer à avoir un service de proximité dans les endroits les plus lointains. Ça se définit un territoire par territoire. Pour répondre à Mme Artigalas, sur les moyens de la diversification, c'est vrai que je pense que c'est un point majeur de l'avenir de la Poste, c'est d'avoir des ressources qui lui permettent de continuer d'investir. D'abord sur ses propres outils, il faut qu'on continue d'investir sur l'immobilier et nos centres de tri, nos plateformes de flux pour qu'elles soient très de qualité. Donc il y a déjà tout un investissement sur notre cœur de métier en France. On parlait de la banque postale, la qualité du service. Il faut aussi qu'on ait des outils informatiques, que quand vous consultez votre compte sur votre téléphone, ou comme ça soit équivalent à ce qui existe dans les autres banques. Donc on a déjà à avoir des ressources pour investir sur nos métiers cœur. Après, on a nos métiers cœur à l'international. Moi, mon souhait, évidemment, c'est que l'international soit, je l'ai dit, un amplificateur du succès de la Poste et par un handicap. Donc, je serai extrêmement vigilante sur le développement international pour être sûr qu'on investit dans les bons pays en développement. Mais il y a eu des pays qui sont des succès. On ne le sait pas toujours, mais par exemple, le Brésil est un pays de succès pour la CNP et pour la Poste. Donc il faut choisir de manière sélective, mais ça peut être des relais de profitabilité et même de soutien au financement de notre propre service public français. Et en ce qui concerne la Banque des territoires, et alors après il y a les domaines plus adjacents, là aussi je pense que c'est au cœur du numérique, avec toute la nuance et la prudence qu'il faut avoir. Hein. On a encore... C'est 75% des Français qui se disent à l'aise. Donc 75, c'est beaucoup, mais il y en a 25% qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Et donc cela, il faut bien évidemment être vigilant. En ce qui concerne la Banque des territoires, les règles sont assez claires puisqu'elle finance sur des durées de plus de 25 ans, alors que la Banque postale finance sur des durées inférieures de 25 ans. Donc la Banque des territoires est vraiment sur des grandes infrastructures, pour vous d'ailleurs, collectivités locales, des réseaux d'assainissement, des investissements longs. Et la partie qui finance les collectivités locales au sein de la Banque postale est plutôt sur des investissements de plus court terme. Donc les règles sont claires et puis ensuite la partie investissement en capital qui est portée par la BPI au sein de la Caisse. Donc je pense qu'au fond, au sein de la Caisse des dépôts et du grand pôle financier, ça fonctionne et les règles sont bien définies. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Debon, de vous être livrée à cette série de questions très, très importantes pendant plus de 2 heures. Nous vous souhaitons bon courage, puisque maintenant vous allez à l'Assemblée nationale pour subir le même sort, si j'ose dire. Et puis nous allons voter et nous dépouillerons en tout début de soirée pour que nous puissions proclamer les résultats en même temps que la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci Madame la Présidente et merci à vous tous et bonne fin de soirée. Merci, merci Monsieur le rapporteur. Merci.